François Lay, on se retrouve maintenant sur le plateau de Parole Directe, notre émission politique que vous pouvez suivre et commenter en direct sur notre site internet tf1news.fr. Notre invité ce soir, c'est Jean-François Copé. Cette campagne va être extrêmement difficile et extrêmement exigeante. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons encore de grandes choses à faire. C'est pour nos enfants et c'est pour la France. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Cette phrase, vous la prononciez il y a quelques jours, je crois, devant les cadres de l'UMP à Paris. La campagne s'annonce difficile, effectivement, on va en parler tout au long de cette émission. D'abord, l'actualité, Jacques Chirac, vous le savez, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis aujourd'hui dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Une condamnation tardive, selon François Fillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tant d'années après les faits, c'est une condamnation qui fait comme un choc, naturellement. Moi, je ne commenterai pas cette décision de justice, je ne le fais jamais, je ne le ferai pas non plus ce soir. Mais en même temps, je dois vous dire que j'ai ressenti une certaine tristesse parce que j'ai été pendant 5 ans le ministre de Jacques Chirac. Je pense que ça a été un très grand président pour la France. Et c'est vrai qu'à l'annonce de cette décision de justice, j'ai eu de la peine pour lui, j'ai pensé à lui. Dans l'affaire Karachi, financement illégal, cette fois-ci présumé de la campagne présidentielle de 1995, les députés socialistes ont très violemment attaqué le président Nicolas Sarkozy. Que leur répondez-vous ? Oh, rien. Je crois qu'on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Moi, de la même manière, je pense qu'il ne faut pas commenter les procédures en cours. Ça n'a d'ailleurs aucun sens. On n'a pas les éléments pour cela. Je suis très étonné que les socialistes manquent à ce point de mesure et de retenue, et qu'en plus ils le fassent de façon différente, selon que cela concerne de près ou de loin la majorité, ou bien que ça concerne le Parti socialiste. Vous voyez, ils n'ont pas dit un mot sur ce qui se passe dans la Fédération socialiste du Nord ou des Bouches-du-Rhône, et voilà qu'ils sont très créatifs pour ce qui concerne cette affaire de Karachi. Moi, je dis juste une chose, il y a eu un attentat, il y a eu des morts français, laissons la justice travailler, voilà. Le gouvernement est en train de préparer les esprits à la perte du triple A français qui, semble-t-il, est imminente. Alain Juppé affirme que ce ne serait pas un cataclysme. Pourquoi avoir autant dramatisé cela auparavant, si ce n'est plus si grave que ça, finalement ? Non, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce qu'on est tous en train de regarder et les agences de notation et les marchés financiers ? Tout simplement parce que comme on a accumulé beaucoup de dettes, nous les États européens, pas seulement la France, on a besoin des marchés financiers pour aller se refinancer nos dettes. Bon. Et le taux d'intérêt, parmi les éléments qu'il fixe, et donc le prix qu'on a à payer en intérêt, comme n'importe quelle personne endettée, eh bien, ça dépend de la note des différents pays que donnent les agences de notation. Voilà, donc on regarde de près ça parce qu'on se dit si on a une dégradation, ça peut coûter un peu plus cher. Le vrai sujet, c'est qu'on est maintenant, nous Européens, pas seulement les Français, à la croisée des chemins. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy s'est battu avec autant de force et d'efficacité aux côtés d'Angela Merkel. Mais c'est un échec pour lui, c'est ce que dit François Hollande. Échec très grave pour Nicolas Sarkozy. Enfin bon, François Hollande, il dit ça. Il y a 15 jours, il a presque dit qu'il souhaitait que la France soit dégradée. Je vois bien ce qu'il y a derrière. Je veux juste le mettre en garde. C'est bien de jouer l'ambiguïté, mais il faut dire à François Hollande que c'est certainement pas avec un projet socialiste qui prévoit 250 milliards d'euros d'augmentation de dépenses publiques, avec 60 000 postes de profs, avec 300 000 contrats aidés, avec une allocation universelle pour les jeunes sans condition de ressources, qu'il va améliorer la situation budgétaire de la France. Ce n'est pas la faute des socialistes si on perd le triple A aujourd'hui, quand même. Mais bien sûr que non. Mais je pense que penser une seconde que c'est simplement par rapport à ce que nous avons pu faire, nous, au gouvernement, depuis 2 ou 3 ans, c'est juste un vœu pieux, espérer à gauche que c'est avec ça qu'on engrange des voix. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que tous les pays d'Europe, tous, et d'ailleurs tous sont menacés d'une dégradation. La France, l'Allemagne aussi, l'Autriche, les Pays-Bas. Vous voyez, ce n'est pas des pays dont on parle beaucoup. Eux aussi sont menacés d'être dégradés parce que depuis 30 ans, l'Europe a eu une économie qu'elle a fait fonctionner sur de la dette publique. Eh bien aujourd'hui, il nous faut inventer un nouveau modèle de croissance. Monsieur Copé, vous êtes le patron de l'UMP. Vous répondez au nom du candidat UMP qui sera désigné ou qui se déclarera, je pense, dans les prochains mois. Vous allez voir que les Français ont beaucoup de questions à vous poser. On va accueillir maintenant François Bachy avec une question de Français. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. Il s'appelle Yacine Cara, il est patron d'une PME de transporteurs-livreurs à Paris. On l'avait interviewé dans le cadre de notre semaine pour l'emploi car il recrute et il croit beaucoup aux PME. Vous allez écouter sa question. Bonsoir Monsieur Copé. Dans le contexte actuel où la pression sur l'emploi n'a jamais été aussi forte, ne pensez-vous pas qu'un soutien plus marqué envers les PME serait un gage de maintien de l'emploi dans notre pays ?
Votre réponse, monsieur Copé? D'abord, lui dire par écran interposé que c'est avec des personnalités comme la sienne aussi qu'on fait la France d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il crée des emplois, il investit, il prend des risques, il innove. C'est, en vérité, vous l'avez compris, les PME qui vont faire beaucoup de ce nouveau modèle de croissance. Moi, c'est d'ailleurs tout l'esprit du projet que nous avons élaboré avec Bruno Le Maire et toute l'équipe de l'UMP pour le prochain quinquennat. Je pense que ça doit être la colonne vertébrale. Ah, oui. Mais Oui. est-ce que dans ces cas-là, pourquoi les pénaliser plus que les grandes entreprises, puisqu'on voit bien qu'elles sont taxées davantage? Généralement, les grands groupes s'en sortent par des systèmes d'optimisation fiscale et les PME payent plus. Eh bien, je vais vous dire, nous avons, depuis ces dernières années, fait énormément. Je pense, par exemple, à la suppression de la taxe professionnelle, à des simplifications administratives. Mais je pense, comme vous, que le prochain quinquennat sera le quinquennat des PME conquérantes. Il faut que nos PME soient plus grandes, donc qu'on fasse relever ces fameux seuils qui font que de passer de 19 à 20 salariés, c'est toute une histoire. De 49 à 50 salariés, c'est des contraintes. Il faut relever ces seuils comme les Allemands et faire en sorte que les PME puissent accéder à des financements autrement que par les banques. Et ça a déjà été le cas avec ce qu'on a mis en place avec un institut qui s'appelle OSEO, qu'on aille plus loin encore, et puis qu'on baisse les charges sociales. Et c'est ce que nous avons en tête en imaginant ce qu'on a appelé une fiscalité contre les délocalisations. C'est-à-dire qu'on baisse les charges sociales. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que les employeurs et salariés qui payent les charges sociales, la sécurité sociale. Et qu'on le transfère sur d'autres impôts pour alléger le coût du travail et améliorer la productivité des PME. Donc ça, c'est de manière très concrète. Et avec ça, effectivement, on va aller chercher la croissance là où elle est, c'est-à-dire sur l'innovation, l'investissement et l'export, comme les Allemands. Pardon d'en parler beaucoup, mais il faut se dire les choses. De ce point de vue, les Allemands ont un modèle économique très intéressant. Et après tout, quand le président parle du Made in France, c'est pas par rapport au Made in China, c'est par rapport au Made in Germany. Le Made in France, voilà. c'est un refrain qui est repris par absolument tout le monde. Mais En ce moment, tous les candidats le C'est reprennent. nous qui l'avons lancé à Qu'est-ce l'UMP. Je suis très content que les socialistes le reprennent. Qu'est-ce qui différencie le vôtre, en tout cas celui de Nicolas Sarkozy, de celui de François Hollande, celui de Marine Le Pen ou celui de François Bayrou? Ah ben tout. Pour une raison très simple, on peut les prendre les uns après les autres. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On allège le coût du travail en transférant les charges sociales sur d'autres impôts. On assouplit les contraintes. On travaille sur des filières industrielles, le nucléaire, les socialistes veulent mettre à bas, l'agroalimentaire, que les écolos n'aiment pas, l'économie verte, le numérique, la médecine, des filières qui vont structurer la réindustrialisation de la France. Bon, ben les socialistes, excusez-moi, j'ai regardé le programme de M. Hollande et du PS, c'est quoi? Plus d'emplois publics, 60 000 fonctionnaires de plus, des allocations dans tous les sens, 300 000 contrats aidés. Attendez, c'est pas avec ça qu'on réindustrialise Et la différence France. avec le programme du Front National? Mais écoutez, le programme du Front National, du peu que nous en savons, c'est le retour de l'euro aux francs. C'est-à-dire on ferme les frontières. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On n'exportera plus rien. C'est-à-dire que le quart des salariés français qui travaillent à l'export aujourd'hui peuvent déjà fermer la boutique. Alors sur ce fabriqué en France, puisqu'on veut que ça soit français, Eh oui. disons-le en français, vous êtes sûr d'être suivi par le président de la République puisqu'il a fait un déplacement là-dessus cette semaine. En revanche, sur l'ensemble de votre programme qui sera voté le 28 janvier prochain, est-ce que vous savez ce que Nicolas Sarkozy prendra comme point ou est-ce que ce programme va pas avoir le même sort que le programme du Parti socialiste? Ah, écoutez, il y a quand même quelques différences. Je ne sais pas ce que le président de la République prendra ou ne prendra pas. C'est le projet de notre parti. Enfin, reconnaissons quand même une chose, c'est qu'il est cohérent. On n'est pas toutes les 10 minutes comme les socialistes à dire « Ah ben non, mais on avait dit ça, mais on ne l'appliquera pas ». Nous, notre projet, il est adossé sur 3 mots clés. Le courage, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des réformes à faire, difficiles, importantes, à l'image de ce qu'on a fait sur les retraites. Le rassemblement, parce qu'une nation n'est pas forte quand elle n'est pas rassemblée, donc il faut assurer en matière de sécurité, la lutte contre la délinquance des mineurs, de justice, l'application des peines, ou bien encore de laïcité. Vous savez que c'est un sujet sur lequel, à titre personnel, je suis très engagé, comme je l'ai fait, par exemple, en interdisant la burqa par la loi. Le 3e mot, après celui de courage et de rassemblement, c'est générosité. Car je trouve que bien souvent, nous devons passer le temps nécessaire à écouter les Français. Dans cette période de crise, je le voyais encore hier en meeting dans la Drôme et dans l'Ardèche, des gens inquiets, comment ne pas l'être, par les questions de pouvoir d'achat, de chômage, par la violence, par ce qui se passe dans le reste du monde, de l'autre côté de la Méditerranée, avec la montée de fondamentalisme Mais dans le programme, il y a travailler plus, mais il n'y a plus pour gagner plus. La phrase s'arrête à travailler non, plus. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est derrière tout cela, c'est qu'à partir du moment où on réorganise les conditions du travail, on va acter, une bonne fois pour toutes, qu'on ne peut pas travailler de la même manière dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le numérique, dans les médias,
ou dans les services. Voilà. Alors, il y a quelque chose- Et donc, ça veut dire que l'on fera, plutôt qu'une grande négociation globale, on fera une loi globale, et puis par secteur, Alors, on verra justement, quelle est la meilleure durée sur du les travail, 35 les meilleures heures, conditions de Monsieur travail. Copé, sur les 35 heures, j'avoue Oui. que je n'ai pas très bien compris ce qu'il y a dans le projet. Vous dites il faut en sortir définitivement, puis dans le même chapitre, vous dites on ne peut pas remettre en cause la durée légale du travail. Oui, mais Alors, pour une raison simple, la durée légale, c'est un plancher, c'est un élément qui structure notre droit du travail. Mais enfin, soyons clairs, si dans une branche, l'hôtellerie, enfin peut-être pas un bon exemple, mais par exemple le BTP ou le nucléaire, que je citais tout à l'heure, il convient que pour des raisons d'organisation, de compétitivité, on ait besoin de faire 36 heures payées 36. Bon, eh bien, qu'il soit sécurisé, c'est-à-dire pas des heures supplémentaires aléatoires, une fois oui, une fois non. Eh bien, à ce moment-là, ça vaut la peine de laisser les branches et les entreprises s'organiser, Mais Jean-François plutôt Copé, que de devoir le décider les 35 heures, par ça la a loi. été voté en 97. Vous êtes au pouvoir depuis 10 ans. Si c'est si mauvais que ça, pourquoi vous ne les avez pas déjà complètement supprimés? Oh, mais parce que, je vais vous dire, d'abord, on a beaucoup assoupli le système avec la détaxation des heures supplémentaires. C'était en 2007. Puis est venue une crise énorme qui va nous obliger à faire des économies. Aujourd'hui, le financement de la RTT par l'État, c'est-à-dire par le contribuable, qui compense le coût pour les entreprises, c'est 12 milliards d'euros par an. On voit bien qu'on ne pourra pas Donc éternellement les entreprises ne financer cela. réclament pas l'abolition des 35 heures. Et pour cause, puisqu'elles sont compensées. Mais quand on parle individuellement avec les salariés, ils vous disent que c'est à cause de ça, pour une bonne part, que le pouvoir d'achat est bloqué dans les secteurs où il n'y a pas d'heures supplémentaires, à cause de la crise. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment assouplir et en même temps sécuriser. Faire que quand on est sur 36 heures payées 36, ce ne soit pas, je le répète, aléatoire un mois sur deux, mais sécurisé. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai employé le mot de générosité? C'est parce que dans cette période, et je le vois en tant que maire de Meaux, beaucoup de nos concitoyens nous disent attention, c'est quoi la suite? Racontez-nous comment vous voyez l'avenir. La crise, c'est l'incertitude. Et la réponse, c'est que nous ne sommes pas en train seulement d'affronter une crise. On est en train de changer d'époque. Et que cette nouvelle époque va commander des nouvelles opportunités. Et pour nous, à l'UMP, le chemin, c'est de réindustrialiser la France. OK, on en a assez de la dictature des marchés financiers, eh bien on va revenir à des vraies valeurs, celles des hommes et des femmes qui travaillent. Et on va investir sur l'éducation, qui est un des grands postes sur lesquels on veut investir, sur l'évaluation des enseignants, la motivation des enseignants avec plus de rémunération pour ceux qui en font plus, avec un travail sur l'apprentissage, qui est aujourd'hui en retard par rapport aux Allemands. Donc en réalité, on va s'appuyer sur les 5 années du bilan de Nicolas Sarkozy, qui ont permis la fondation de la maison, avec des réformes remarquables, même si on ne réussit pas tout dans la vie, mais des réformes remarquables qui ont fait les fondations de la maison pour passer maintenant très bien. à la vitesse supérieure. On a vu cette semaine fleurir un certain nombre de candidatures, Monsieur Copé, notamment celle de Dominique de Villepin. Est-ce que vous ne craignez pas le scénario d'un 21 avril à l'envers? Écoutez, comment vous dire les choses simplement? Je pense qu'on doit être rassemblés. Voilà, notre famille politique doit être rassemblée. Parce que l'élection de 2012 va être difficile. Vous craignez une percée de François Bayrou dans l'opinion? Elle semble se Je dessiner. ne sais pas, il est un peu tôt pour le dire, et puis je me méfie toujours des sondages. Je sais juste une chose, c'est que la période de crise, c'est une période qui laisse toujours la place aux tentations démagogiques et populistes. Et que dans ce contexte, notre famille politique, la droite et le centre-droit, qui est la seule, il faut bien le dire, à proposer un projet cohérent, doit être absolument rassemblée. Et la multiplicité des candidatures, évidemment, pour cela, elle m'inquiète, bien sûr. La dissension au sein de l'UMP entre François Fillon et Rachida Dati provoque un certain nombre de rebous et sans doute de dégâts dans l'opinion publique. Est-ce que vous soutenez clairement François Fillon dans cette nomination, en tout cas, Oui, pour les écoutez, législatives? Moi, vous savez, là-dessus, j'ai été très clair, je l'ai dit, c'est mon rôle d'ailleurs, à partir du moment où notre Premier ministre veut être élu aux prochaines législatives dans le 7e arrondissement de Paris, il est Premier ministre et je ne vois pas notre commission d'investiture à l'UMP lui contester ce choix. Bien sûr, comme de la même manière, j'ai regretté les propos excessifs de Rachida Dati. Reste que vous ayant dit cela, il n'est pas question qu'on lance l'anathème sur telle ou telle personnalité de notre famille politique. Rachida Dati en fait pleinement partie. Je crois donc qu'il faut que l'un et l'autre se parlent. Est-ce qu'il faut qu'elle aille en Saône-et-Loire? Afin qu'on avance un peu. Est-ce qu'il faut qu'elle aille en Saône-et-Loire? Et puis, vous savez, je crois qu'il faut relativiser aussi tout cela. Ce n'est pas la préoccupation première des Français. J'espère qu'on trouvera une solution. Voilà. On va... Alors sinon, est-ce que le chef de la majorité pour la campagne qui s'ouvre des présidentielles, ça sera Jean-François Copé, le patron de l'UMP, ou François Fillon, le Premier ministre? Écoutez, alors je vais vous dire, l'esprit qui m'anime, c'est d'abord et avant tout un esprit d'équipe. Chacun à son poste. Et d'ailleurs, moi je suis très heureux
de voir la manière dont notre majorité est aujourd'hui rassemblée. On l'a vu en élaborant le programme, parce que j'ai eu à cœur que chacun puisse s'exprimer librement depuis un an où nous avons multiplié les conventions, les réunions, vous l'avez vu. Quel contraste, si je peux me permettre, avec ce qui se passe aujourd'hui au PS. Regardez, on a eu depuis les primaires qui objectivement obnubilé tout le monde. Hein. Bon, au lendemain des primaires, François Hollande désigné. Fort bien. 5 sujets en débat entre nous depuis un mois et demi, entre le PS et nous. 5. À chaque fois, sur ces 5 sujets, Hollande a fait preuve de la plus extrême ambiguïté quand il n'en est pas allé des plus gros mensonges. C'était vrai. Sur le nucléaire, il propose avec l'accord des Verts le plus grand plan social jamais réalisé sur la filière d'excellence qui est la filière nucléaire française. Sur le droit de vote des étrangers, comme par hasard venu de nulle part. Sur la question de la réforme des retraites, où on a eu cette semaine, heureusement que François Fillon et Xavier Bertrand ont mis les choses au point pour rappeler qu'après cet aller-retour, François Fillon nous propose quand même la retraite à 60 ans pour ceux qui ont 18 ans. 20 milliards d'euros à trouver si les socialistes sont au pouvoir. Même chose avec cette idée saugrenue de vouloir faire renoncer à la France le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez, reconnaissons que sur tous ces sujets, on a un François Hollande désorganisé, ambigu, à l'image quand même d'un parti socialiste qui n'est pas très rassemblé. Je veux juste faire cette parenthèse pour montrer que notre famille politique, dont j'entends dire qu'elle a plein de défauts, eh bien écoutez, elle a au moins cette vertu, elle est rassemblée, elle est méthodique et elle veut une chose, servir les Français. Allez, c'est le moment de la photo, Monsieur Copé, dans Parole Directe. Cette photo que vous allez découvrir, c'est avec Nicolas Sarkozy à la sortie du Conseil des ministres le 31 juillet 2002. Vous derrière et lui devant pour 2012 et vous pour 2017, toujours candidat. Écoutez, je vous promets qu'on en reparlera, mais vous l'avez compris, le sujet pour moi unique, c'est la victoire de Nicolas Sarkozy s'il est candidat pour 2012 et c'est à ça que nous travaillons pour la France. Oh, c'est à lui de le décider, ça n'est pas à moi. Je pense qu'en tout cas, l'heure n'est pas à cela. Il est président de la République, nous avons pleinement besoin de lui. Il accomplit, je le dis ici, un travail remarquable, avec une solidité dans l'épreuve que traverse notre pays, qui est absolument exceptionnelle. Et puisqu'aujourd'hui, celui qui est favori dans vos sondages, Monsieur Hollande, les sondages et Monsieur Hollande, reconnaissons quand même le contraste. À côté de Nicolas Sarkozy, qui montre la solidité que l'on voit, on a un François Hollande dont même ceux qui l'aiment bien disent quoi ? Disent qu'il est habile, disent qu'il est intelligent, disent même parfois qu'il est drôle, paraît-il. Mais il y a une chose qu'ils ne disent jamais, les amis de François Hollande, c'est que François Hollande est courageux. Alors, qu'il est solide. La question et là, d'internaute, elle va ça vous fait concerner. une sacrée différence. La question d'internaute, elle va vous concerner parce qu'elle parle justement de François Hollande. Si par malheur il y avait un second tour, Hollande, c'est l'internaute qui parle, Hollande-Le Pen à la présidentielle, quel serait le positionnement de l'UMP ? Écoutez, ça là-dessus, il n'y aura absolument aucune ambiguïté. Vous le savez, jamais l'UMP n'a fait d'alliance avec le Front National, les dirigeants du Front National. Mais puisque vous me posez cette question, moi je ne me place pas dans cette... Oui, votre internaute, moi je ne me place évidemment pas dans cette configuration, et on y travaille activement. Mais je propose à votre internaute et à ceux qui nous écoutent de ne pas être dupes de ce qui est une réalité que l'on voit bien. L'alliance objective entre le Parti socialiste et le Front national. Écoutez, cette affaire de droit de vote des étrangers, vieille ficelle mitterrandienne, Mitterrand, vous vous en souvenez, faisait ça à chaque fois. À la veille d'une grande élection, il nous ressortait le droit de vote des étrangers. Vous pensez que François Hollande ne mettra pas en œuvre ce droit de vote des étrangers aux élections locales s'il était élu ? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, je trouve qu'il a ressorti fort opportunément cette vieille ficelle qui permet de faire monter l'extrême droite. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y avait une image qui ne peut pas vous avoir échappé. Au Sénat, la semaine dernière, quand nos sénateurs UMP ont débattu avec beaucoup de force et développé leurs arguments contre le droit de vote des étrangers, qui est, me semble-t-il, élémentaire. On ne doit jamais dissocier la citoyenneté française du droit de vote. Enfin, Nicolas Sarkozy a changé sur le sujet quand même. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais changé. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Bachy. Il y avait une image très intéressante de cette alliance objective entre le Front National et le PS. À l'intérieur de l'hémicycle du Sénat, vous aviez le PS, avec ses arguments, en train de nous expliquer que finalement, un bon petit vote communautaire, c'était une bonne manière d'éviter le vote populaire. Et puis à l'extérieur du Sénat, qui manifestait ? Comme par hasard, le Front National. On ne les voit pas souvent manifester. Il y avait le Front National. François Hollande se plaint beaucoup des attaques venant du QG de campagne du chef de l'État, des attaques personnelles contre lui. Il affirme qu'il ne tombera pas dans ses travers.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé, effectivement, dans le pilonnage du candidat socialiste? Écoutez, pardon, je souris, j'ai tort, je ne devrais pas, ça m'a échappé, mais enfin, j'ai l'impression que de la part de François Hollande, c'est un peu autobiographique. Je rappelle qu'il demande à ses amis tous les jours de nous assimiler à des nazis et des fascistes. Bon, je voudrais C'est un quand peu même rappeler. excessif, ça. Ah oui? Ah bah écoutez, alors si c'est excessif, je vous renvoie, Laurence Ferrari, aux déclarations de M. Le Guen, socialiste, pourtant quelqu'un de qualité, M. Moscovici, son directeur de campagne, un homme de qualité, qui sont allés assimiler l'accord intervenu entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti, italien, aux accords de Munich en 1938. Daladier, Hitler, Mussolini. C'est excessif? De quel côté le camp de l'excès? Je donne juste ça pour méditation. Vous savez, les campagnes électorales sont parfois, il faut bien le dire, des tentations à dérive. Et moi, je pense que tout ce que l'on pourra faire pour privilégier le débat de fond ira dans le bon sens. Et je dis à François Hollande qu'il ne s'inquiète surtout pas, ça n'est pas de l'UMP que viendront les attaques en dessous de la ceinture. En revanche, qu'il sache qu'à chaque fois qu'il sera ambigu vis-à-vis des Français, qu'à chaque fois qu'il mentira aux Français, comme il l'a fait sur les retraites, comme il le fait sur le nucléaire, il trouvera effectivement l'UMP pour lui dire simplement que le rendez-vous de 2012 est un rendez-vous de vérité, parce que c'est ce que les Français nous demandent tous les jours, leur dire la vérité sur les enjeux qui nous attendent. Jean-François Copé, c'est maintenant l'heure du oui-non. Jean-Luc Mélenchon estime que Marine Le Pen pille le vocabulaire du front de gauche. Est-ce que pour vous, Mélenchon-Le Pen, c'est la même chose, oui ou non? Oh non, c'est pas la même chose, même si Mélenchon a des accents populistes qui ne peuvent pas nous échapper. Enfin, vous savez, Mélenchon, il nous fait le numéro de la gauche sincère. Moi, je l'ai connu moins sincère. Quand il était sous Jospin, c'était le gouvernement Jospin qui privatisait à tout va, et M. Mélenchon n'était pas parti, il était bien dedans. Donc voilà, avec le temps, parfois, on varie. Est-ce que vous craignez une nouvelle cohabitation à la suite des élections législatives à cause des triangulaires avec le Front National? C'est évidemment un vrai sujet. C'est pour ça que je dis bien souvent aux Françaises et aux Français, dont je peux comprendre que la période qu'ils vivent les amène à être inquiets et donc à se dire, allez, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voter pour l'extrême droite, pour le Front National, pour marquer notre inquiétude, notre différence, notre ras-le-bol? Je leur dis, attention, parce que ça peut faire passer la gauche. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'ils veulent pour le pays. Bien souvent, ceux qui votent pour l'extrême droite veulent plus de sécurité, veulent de la fermeté pour l'immigration, et notamment l'immigration clandestine, ce sur quoi nous sommes nous-mêmes très engagés. La gauche, c'est l'inverse. Rappelez-vous que le Parti socialiste a écrit en toutes lettres qu'il abrogera les lois que nous avons fait passer contre l'immigration clandestine, que nous avons fait passer sur les peines planchées, sur les mineurs délinquants multirécidivistes. Rappelez-vous que les socialistes n'ont pas voté la loi que j'ai fait adopter avec le gouvernement interdisant le port de la burqa sur l'espace public. Donc attention, il faut bien que chacun ait cela en tête. Quand on vote pour le Front National, ça risque de faire passer la gauche, c'est-à-dire l'inverse de ce que les gens qui votent dans leur inquiétude veulent pour notre pays. Une dernière question, alors courte, là, le oui ou le non. Est-ce que vous avez un modèle en politique et qui? C'est une question très difficile. Il faudrait presque un peu plus de temps pour y répondre. On ne l'a pas, malheureusement. Et je vois bien qu'on ne l'a pas. Vous dire que je suis issu de la famille gaulliste vous montre d'une certaine manière l'admiration qui a toujours été la mienne pour le général de Gaulle et pour Georges Pompidou. Mais il faudrait sans doute que j'ai plus de temps pour vous en parler. Je serais ravi de pouvoir le faire un jour parce que ce sont des sujets essentiels et qui, je crois, nous rassemblent. Si vous me permettez un mot, je vis beaucoup aujourd'hui aussi dans l'exigence du devoir de mémoire et du travail de mémoire. Le musée de la Grande Guerre que j'ai eu la chance avec mes amis à Meaux de faire construire, de la Première Guerre mondiale, rappelle d'où l'on vient. Et c'est une manière pour moi de dire à ceux qui sont eurosceptiques la chance immense que nous avons d'avoir une Europe apaisée aujourd'hui, alors que l'Europe de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents était une Europe qui était le symbole de la guerre, des nationalistes dans ce qu'ils avaient de pire et de la mort. Merci beaucoup Jean-François Copé. Vous pouvez maintenant commenter en direct cette émission Parole Directe sur notre site tf1news.fr. Il y aura des experts, des politiques qui vous répondront dans un instant. La suite de vos programmes sur TF1. Je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël à tous.